Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent, ou du moins quand je rencontre de nouvelles personnes et que je discute des langues. C'est une question qui revient assez souvent et donc je me suis dit que c'était un bon sujet de vidéo. On me demande parfois quel est ton meilleur conseil, quelle est la clé, la solution, la potion magique pour apprendre des langues pour des personnes on me demande à moi, vu que ça fait des années que je suis dans le domaine et que j'ai appris toute une série de langues, et évidemment c'est une question que beaucoup de gens se posent, disons beaucoup de gens posent à des polyglottes quand on croise des gens qui parlent plus de langues que la moyenne. La question, à mon avis, la réponse à cette question, c'est aussi comment est-ce que les polyglottes font pour apprendre plus de langues que la moyenne. Bon, la moyenne dépendra d'un pays à l'autre et d'une société, d'une culture à l'autre. En Belgique, je pense que la moyenne c'est 2 à 3 langues. Je rencontre rarement des gens qui en parlent plus que 4. Il y en a plein, mais je ne les rencontre pas spécialement souvent. Et je rencontre pas souvent des gens qui dépassent les 6 ou les 8 langues ou qui même atteignent les 10. Comment est-ce que ces personnes font alors? Comment est-ce que ces polyglottes font pour atteindre ce nombre de langues que très très peu de gens arrivent à atteindre? Bon, déjà, les polyglottes apprennent autant de langues non pas par nécessité mais par passion. On apprend des langues parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Parfois on apprend des langues qui ne sont pas nécessairement utiles, dans le sens que nous n'utilisons pas dans notre vie au quotidien. Je vais prendre l'exemple du catalan ou du norvégien. Ce ne sont pas des langues que j'utilise dans ma vie au quotidien, que ce soit dans mon travail ou dans mes fiches sociales. J'emploie quasiment jamais ces langues. Euh, donc comment est-ce que les polyglottes arrivent à garder leur motivation? C'est aussi ça la question. Et comment est-ce que toi, quel que soit qui tu es, que tu aies un background en langue ou pas, que tu en sois à ta première langue étrangère ou à ta 50e, comment faire pour apprendre une langue? Et quelle est la méthode qui, selon moi, le conseil le plus important que j'aurai à donner? Eh bien, ça va être tout bête. C'est tout bête, c'est souvent tout bête, mais on n'y pense pas spécialement. Selon moi, le plus important, bon, il y a plusieurs éléments qui sont en fait en lien l'un avec l'autre. L'une chose qui est très importante, c'est de trouver du matériel et une méthode qui nous plaisent. En fait, il faut simplement être en contact avec la langue le plus possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer beaucoup de temps avec la langue. Alors, passer beaucoup de temps, c'est un peu facile comme explication. Il faut aller un peu plus loin parce que si on regarde quelqu'un qui va étudier une langue à l'école pendant 10 ans, ce qui est souvent le cas en Belgique, hein, des gens qui ont passé 10 ans à apprendre le flamand, j'en croise à l'appel, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils arrivent à parler le néerlandais. Et pourtant, 10 ans, ça veut dire que chaque semaine on a 4 fois 50 minutes de néerlandais, et ce sur une année scolaire, et ce sur 10 ans. Ça fait quand même beaucoup d'heures. Comment ça se fait que l'apprentissage ne se fait pas toujours de manière optimale? Parce que ça, c'est une bonne question à se poser. Tout simplement parce que les étudiants, ils sont dans une classe de 25, souvent. Dans une classe de 25, ils n'ont pas spécialement la possibilité d'apprendre de manière efficace. Apprendre de manière efficace, ça signifie quoi? Ça signifie utiliser une méthodologie qui nous plaît. Il y a dans les 8 ou 9 formes d'intelligence, donc 8 ou 9 types de profils d'intelligence différents. Certains seront meilleurs pour les maths, d'autres seront meilleurs pour la musique, pour le sport, pour les langues. Il y a toute une série de profils différents. Moi, je sais que j'ai une bonne intelligence mathématique, logique et linguistique, mais peut-être qu'en danse, je ne suis pas très doué. Donc, chaque étudiant va apprendre de manière différente, et donc un professeur va utiliser la méthode qui lui parle à lui ou à elle, qui lui parlera mieux, et ça ne va pas spécialement coller avec le type d'étudiant qu'il ou elle aura en face dans une classe. Donc il faut trouver une méthode qui vous parle, qui te parle, donc que ce soit des vidéos, que ce soit des mangas, des livres de vocabulaire, des podcasts, que ce soit, il y a plein de types de méthodes XY, et il faut trouver ce qui te parle. Parce que parfois tu vas essayer une méthode, tu vas remarquer ouais mais ça ne tente pas, et en fait tu vas te dire que tu es mauvais en langue parce que tu n'arrives pas à progresser avec cette méthode. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas doué, ça veut dire que la méthode que tu utilises peut-être ne te conviendra pas. Ça c'est une première chose, avoir une méthode qui te parle et qui te permettra de passer du temps avec la langue. Parfois on travaille avec une méthode et on remarque qu'il y a du progrès, c'est cool, etc. Mais le progrès il stagne, on n'arrive pas à progresser davantage.
Parfois, ça c'est simplement dû au fait que la méthode fonctionne pour une certaine étape de l'apprentissage, ou bien peut-être que, je sais pas, pendant 3 mois tu as employé cette méthode, on va dire assimile, qui est une méthode qui est assez généralisée dans le domaine des langues. Et moi j'ai eu le cas, j'aimais beaucoup assimile pour l'ukrainien par exemple, j'ai commencé avec assimile, et puis j'ai remarqué qu'en fait ça me motivait plus pour des raisons XY. Parfois c'est parce que le niveau change beaucoup, parfois il y a trop de grammaire, pas assez de grammaire, parfois on n'a pas assez de temps, ça dépend. Quand ça arrive, il ne faut pas hésiter à diversifier la méthode. À savoir, si je remarque que j'ai travaillé avec Assimil pendant 2 mois et que ça m'a beaucoup aidé, mais que maintenant je m'ennuie un peu, j'ai envie de faire un peu autre chose, il n'y a pas de souci. Il faut juste trouver un autre type de méthode, un autre type d'outil qui va te parler et qui va te donner de la motivation pour continuer et passer plus de temps avec la langue. Et j'ai employé le terme motivation qui est en fait un terme super important parce qu'on ne sait pas apprendre si on n'est pas motivé. Je peux danser sur ma tête, si tu n'as pas envie d'apprendre une langue, je ne saurais pas te l'enseigner. Il y a un polyglotte assez connu qui s'appelle Luca Lampariello, un Italien qui est coach de langue depuis des années, et lui dit "Languages cannot be taught, they can only be learned." Ça veut dire que je ne peux pas t'enseigner la langue, je ne peux pas faire en sorte que tu parles la langue. Ce que je peux faire, c'est t'aider, je peux donner des conseils, mais l'apprentissage, c'est toi qui le fais. Si on pouvait apprendre une langue pour quelqu'un d'autre, moi je serais déjà bien riche. Hein. Et tous les polyglottes, tous les passionnés de langue seraient déjà bien riches. Donc il faut vraiment permettre à chacun de trouver les outils, la méthodologie, etc. pour apprendre plus facilement. Donc chacun est responsable de son propre apprentissage. Le prof sera un guide, parce que la méthodologie qu'il emploierait comme enseignant marcherait, oui ou non, ça dépend des personnes, mais le prof peut être un guide, une espèce de coach. Mais c'est pas parce que moi je donne cours de manière qui, on va dire, est bonne que tu vas spécialement apprendre. Et c'est pour ça qu'en fait l'apprenant doit être vraiment conscient de comment il ou elle apprend efficacement. Si toi tu emploies une méthode qui te parle pas du tout, tu vas pas apprendre. Mais par exemple, si tu découvres par hasard, tu testes une nouvelle méthode dont tu as entendu parler et tu remarques qu'en fait ça te parle et que ça te plaît, et bien là l'apprentissage va se faire. Moi, je remarque que j'ai beaucoup besoin de voir des vidéos dans un niveau de langue qui est très basique au début et je dois les revisionner 50 000 fois comme ça. Je m'habitue à la prononciation, je m'habitue au vocabulaire qui souvent est répété parce que je revois les mêmes vidéos et ce sont des vidéos basiques avec des mots assez basiques qui sont souvent employés plusieurs fois. Manger, penser, faire, rapide, petit, grand, c'est des mots qui sont assez fréquents. Et donc moi je sais que ma méthode c'est regarder des vidéos et les réécouter en boucle pendant des semaines. Et petit à petit je vois des progrès. Après, une fois que j'arrive à comprendre assez bien ce que j'entends, je dois essayer de le mettre en pratique et donc de parler ou d'écrire. Souvent dans mon cas c'est parler. Donc voilà. Il y a ça comme première chose. Donc là, on va dire le premier aspect que je voulais souligner, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Et ça va nous permettre de pratiquer la langue pendant plus longtemps, car l'aspect temps est important. Mais l'aspect temps d'apprentissage n'est important que si tu fais quelque chose qui te plaît et qui va stimuler ton cerveau, qui va stimuler ton apprentissage, qui va te stimuler toi, et donc qui va faire que la langue rentre plus facilement. Parce que tu pourrais passer des heures et des heures et des heures à suivre un cours qui ne t'intéresse pas, ça ne va pas rentrer. Ça c'est super important. C'est pour ça que selon moi l'apprentissage en autodidacte est le meilleur. Parce que apprendre à l'école, je dis pas que c'est mauvais, je suis prof moi-même, mais c'est pas suffisant. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est seul, dans le sens où tu vas trouver ta méthode et tu vas employer la méthode qui te plaît, avec le temps que tu souhaites, quand tu le souhaites, et ça va te permettre de plus facilement customiser ton apprentissage. L'idéal serait d'avoir ça à l'école, malheureusement, on n'a pas spécialement assez de profs, ni assez d'argent pour mettre ça en place. En Belgique, on a déjà du mal à avoir un prof par classe, donc voilà, on a du mal à avoir plus qu'un prof pour 25 étudiants. Et donc tester différentes méthodes est aussi extrêmement important. Moi, j'ai testé pas mal de méthodes, il y a certaines méthodes qui fonctionnent pour plein de gens et pour moi ça marche pas. Il y a des méthodes que moi je conseille mais que peu de gens utilisent, ça dépend vraiment. Il faut vraiment tester différentes choses pour découvrir qu'est-ce qui fonctionne. Et le dernier point que je voulais dire par rapport à ça, en lien avec ceci, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est simplement, ça va être tout bête, hein, ne jamais abandonner. En fait, c'est simple, tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Parce qu'il y a plein de patrons d'entreprise hein, qui ont observé ça, c'est que à chaque fois que tu vas essayer quelque chose et que ça foire,
tu auras découvert une méthode via laquelle ton objectif ne sera pas atteignable. Si on prend J.K. Rowling, qui est l'auteur d'Harry Potter étant l'une des sagas les plus lues, les plus vendues, les plus traduites, c'est vraiment dans les livres les plus traduits et les plus vendus au monde. Les rares bouquins qui font mieux que Harry Potter, c'est des bouquins religieux comme la Bible. Et comment est-ce qu'elle a fait J.K. Rowling? Eh bien, au début, elle a eu beaucoup de mal à faire vendre ses bouquins parce que à chaque fois qu'elle contactait une maison d'édition, elle recevait un refus. Et il me semble que le patron de KFC a eu la même histoire, mais ça je suis pas certain de mon coup. Mais pour J.K. Rowling, ça j'en suis sûr. Et donc elle a testé plusieurs maisons d'édition, à chaque fois on l'a refusé, à chaque fois elle a réessayé. Donc elle avait le manuscrit d'Harry Potter 1 qui était déjà prêt, et elle a été par, je sais plus combien c'était, est-ce que c'était pas 20. Elle est passée par beaucoup de maisons d'édition et ça ne fonctionnait jamais. Jusqu'au beau jour où elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné sa chance. Et c'est via ça que Harry Potter, on va dire, est né d'un point de vue édition, non pas d'un point de vue histoire, mais d'un point de vue édition. Et donc c'est comme ça qu'on a pu avoir, que tout le monde a pu lire ces bouquins. Donc l'idée c'est de ne jamais abandonner. À chaque fois qu'on va faire un essai et que ça va foirer, on aura découvert une technique via laquelle ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça veut dire qu'il faut continuer à chercher. Donc, moi par exemple, j'ai passé 15 ans à essayer d'apprendre le néerlandais, et j'ai même été dans des écoles néerlandophones, et pourtant ça marchait pas, parce que la technique via laquelle on voulait me faire apprendre, ça marchait pas. Et puis vers mes 17 ans, eh bien, j'ai découvert tout seul comment apprendre l'anglais, parce que j'ai découvert des techniques qui me plaisaient davantage que ce que j'avais essayé avant, et donc l'apprentissage se faisait beaucoup mieux. Et puis j'ai appris le néerlandais de cette même manière, donc j'ai fait d'abord anglais, puis néerlandais, et puis ensuite toutes les autres langues. Et donc à chaque fois, il y avait des points communs. Quand j'apprenais une langue, eh bien, j'employais certaines techniques que j'ai pu recopier pour toutes les autres langues en fait. Et donc des fois j'emploie une technique qui marche pas et je me dis je vais réessayer. Et je remarque qu'à nouveau ça marche pas parce que c'est pas une technique qui marche pour moi. C'est comme apprendre plusieurs langues en même temps, ça dépend de chacun, dans mon cas ça marche pas. Et j'ai réessayé ça plusieurs fois avec différentes langues, avec différents nombres de langues, avec différentes techniques, ça ne fonctionnait pas. Parce que moi pour que ça marche vraiment il faut que je bosse qu'une langue à la fois. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas possible d'apprendre deux langues en même temps, ou 3 ou 4. Et juste que dans mon cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à le faire de manière efficace. Et donc une fois qu'on teste différentes méthodes et qu'on trouve la méthode qui nous parle vraiment, eh bien, on aura trouvé le truc. Mais pour atteindre justement le fait de découvrir sa méthode, il faut ne pas abandonner. Donc, trouver quelque chose qu'on aime, changer de méthode si nécessaire, ne jamais abandonner et passer assez de temps avec la langue sont 4 des différents points importants qu'on peut retenir sur comment apprendre une langue et pourquoi est-ce que ça marche pas avec certains et ça marche avec d'autres. Après tout, toute personne est capable d'apprendre une langue. Toute personne qui me regarde actuellement aura appris sa langue maternelle, que ce soit le français ou une autre langue, car j'espère bien qu'il y a pas mal de polyglottes, ou du moins de non-francophones, de non-natifs qui regarderont cette vidéo. Donc toute personne qui est en train de regarder cette vidéo aura appris sa langue maternelle. Ça veut dire que ton cerveau est capable d'apprendre une langue. Pourquoi tu n'arrives peut-être pas, je ne sais pas si c'est ton cas évidemment, mais pourquoi tu n'arriverais pas à apprendre une autre langue comme l'anglais, l'espagnol, le chinois ou que sais-je? Peut-être simplement parce que tu n'as pas trouvé la bonne méthode, tu n'as pas passé assez de temps, tu as abandonné. Il y a plein de raisons possibles et imaginables. Mais si tu mets en pratique les 4 choses que j'ai soulignées, ça t'aidera peut-être un petit peu et ça peut-être débloquerait quelque chose. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Au pire, t'auras perdu du temps, tu m'auras écouté gentiment. Si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à les mettre, à écrire tes commentaires, ce sera super intéressant. Et j'adore recevoir des commentaires et y répondre, même si je n'ai pas toujours les réponses. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle sera utile à quelqu'un d'autre. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, tu mets pas de like. Et on se retrouvera donc dans un prochain épisode.